La France est encore un grand pays agricole. Il y a aujourd'hui 28 millions d'hectares de champs, soit la moitié de la superficie du pays. En 1955, on comptait 2,3 millions d'exploitations agricoles. Il y en a 390 000 aujourd'hui. Les exploitations sont donc de plus en plus grandes, mais le nombre d'employés diminue. Pour exploiter de telles surfaces, on voit partout des machines de plus en plus grandes, des monstres capables de traiter toujours plus d'hectares, toujours plus vite. C'est dans ce domaine du machinisme agricole que la famille Clouet officie depuis 120 ans. Il y a plus d'un siècle, l'arrière-grand-père de Vincent, l'actuel patron, ouvrait un atelier de maréchal ferrant au cœur de Géé, un petit village du centre de la France. Aujourd'hui, Vincent emploie 280 personnes. Salut Arnaud. Bonjour. Ça va? Il est à la tête de 26 concessions réparties sur 14 départements. Pendant les récoltes, c'est une course contre la montre qui s'engage, car une fois les cultures à maturité, les agriculteurs n'ont que quelques jours pour tout ramasser. Et un orage peut tout ravager et priver les agriculteurs de revenus pour l'année. La moisson, c'est là où on sait si on va gagner ou perdre. Dans ce contexte, quand survient une panne, le cocktail devient explosif. Arrête, ça crame! Les techniciens agricoles doivent dépanner les exploitants à tout prix, en un temps record, pour ne pas mettre en péril leur activité. Une journée d'une machine comme ça, c'est 50 hectares qui ne sont pas réalisés, quoi. Pendant des mois, nous avons suivi les équipes de Vincent, entre dépannage d'urgence dans les entrailles des monstres mécaniques, Donc c'est chronométré, quoi. vente de machines dernière génération ou installation de systèmes d'autoguidage rendant les machines autonomes. Bienvenue dans Mécaniques agricoles. C'est le début de l'été et tous les agriculteurs ne pensent qu'à une seule chose, la moisson. Tout se joue en quelques jours. Pour bien vendre ces céréales, il faut qu'elles soient parfaitement sèches. Et si elles sont humides, le prix à la tonne est revu à la baisse. C'est une activité très météodépendante. En clair, soit ça passe, soit ça casse. Ces jours-ci, dans le département de l'Indre, les moissonneuses sont de sortie. Ces machines impressionnantes travaillent vite et longtemps. Et inévitablement, il y a de la casse. Justement, cet après-midi, à Dior, à 20 km à l'est de Châteauroux, Théo et Benjamin, deux jeunes mécaniciens, sont en pleine intervention. Avant de réparer, il faut faire un diagnostic. Pour cela, ils doivent déplacer ce monstre de plus de 10 tonnes plus près de leurs outils. Avec la pluie de ces dernières heures, le champ est impraticable pour les camions. Malheureusement, les machines ont choisi pas l'endroit où elle tombe en panne. Donc là, elle est tombée directement en panne au milieu du champ. L'idée, c'était de la rapprocher le plus près possible d'un chemin pour que les techniciens n'aient pas des allers-retours pour aller chercher les outils. Pendant l'été, les techniciens ne doivent pas perdre une minute sur leurs interventions. Donc on a pris la barre de tir et on a ramené la machine. Par chance, la coupe était relevée, parce que si elle était posée par terre, il aurait fallu déjà emmener tous les outils pour la relever, la caler et ensuite ramener la machine. La moissonneuse-batteuse est tractée très doucement sur 600 mètres. Théo et Benjamin vont pouvoir travailler dans de meilleures conditions, avec leurs camions et tous leurs outils à proximité de la machine. Depuis 2 jours, cette moissonneuse-batteuse ne fonctionne plus, stoppée net dans l'orge au premier jour de la moisson. 98 hectares doivent encore être récoltés. Mais pour l'instant, aucune chance que cela n'arrive. Le moteur est HS, une très grosse panne causée par une mauvaise mayonnaise. Le moteur, il a bu du liquide de refroidissement, entre guillemets. Le liquide de refroidissement est passé dans l'huile, donc après, il a calé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc on a essayé de changer les batteries, voir, parce qu'il peine à démarrer. Et en tirant la jauge, en fait, on s'est rendu compte que l'eau est passée dans l'huile, donc ça fait une sorte de mayonnaise. Et puis après, ça fonctionne plus du tout. C'est pas de la vraie mayonnaise, c'est pas de l'huile et puis un œuf, c'est tout simplement le liquide de refroidissement qui se mélange avec l'huile du carter inférieur du moteur, quoi. Il y avait un joint de chemise qui avait sauté ou une chemise de fêlé. C'est une très très grosse panne, oui, qui ne peut pas être réparée dans la soirée. Un moteur HS à cause d'un joint de chemise ou d'un joint de culasse défectueux. Méfie-toi, il y a le capteur. Des pièces qui coûtent quelques dizaines ou centaines d'euros et qui assurent l'étanchéité du bloc moteur et empêchent huile et eau de fabriquer cette très mauvaise mayonnaise. Pour immobiliser la machine le moins de temps possible et permettre à l'agriculteur de récolter le plus tôt possible,
La décision a été prise de remplacer le moteur endommagé par un bloc neuf. Pas si facile quand la machine a plus de 20 ans. C'est un problème important. Il faut trouver le moteur qui correspond à la machine. Donc c'est pas une machine de première jeunesse. C'est un problème compliqué à solutionner. Un problème compliqué qui mobilise toutes les équipes de Vincent. Elles cherchent partout un bloc moteur identique pour cette moissonneuse-batteuse de 30 ans d'âge. Et heureusement, elles en trouvent un seul disponible dans toute l'Europe. Les équipes de Vincent se positionnent dessus immédiatement et le commandent pour leurs clients. Il devrait être livré dans 24 heures à Châteauroux. Mais avant de le réinstaller sur la moissonneuse-batteuse, il y a pas mal de boulot. Théo et Benjamin doivent faire place nette. Une après-midi pour dévisser, déboulonner, démonter des centaines de pièces. Attends, mais t'as pas démonté le réservoir là? Mais non, mais c'est pas grave. On va enlever les 4 vis qui sont là. Lui, il va tomber un peu, puis après, on touche la plateforme. Faut qu'on enlève une traverse et puis après, on tombe. Eh ben vas-y. Fais voir ma pétoire avec du 13. Le moteur lui-même est assez facile à sortir de la machine, sauf qu'il y a tout l'environnement avant l'accès du moteur. Donc dans un premier temps, on démonte toute la tôlerie. Attention, parce que je peux pas la tenir 2 heures. Mets-la à plat, là. Non, vas-y. Bah là, je te la tiens plus. Ça va être plus facile. Je la lâche. Hein. Sur cette intervention-là, on est tout de suite un peu plus stressé que d'habitude parce que c'est des chantiers qu'on fait pas tous les jours, évidemment. C'est la période la plus rude pour nos clients, pour nous aussi. Donc il faut que ce soit fait vite et bien. Une fois la plupart des tôles retirées, les courroies enlevées et les câbles électriques débranchés, les deux mécaniciens s'attaquent à du lourd, la pompe hydrostatique. C'est un élément qui envoie de l'huile dans un moteur hydraulique et qui permet donc l'avancement de la machine. Voilà. Comme les deux mécanos doivent extraire le moteur, il faut absolument débrancher cette pompe. Mais ce n'est pas une partie de plaisir. Tu y as accès à ces vis là? Ah bah oui, c'est bon. Parce qu'il veut faire quoi avec les vis là? Enlever la courroie. Fais sauter la courroie. Là. Aïe! Fais gaffe au capteur, c'est pas le baiser. Des pièces qui font 80 kg, tout de suite, quand on est perché à 3 mètres de haut, faut éviter de faire des conneries. Donc on s'aide les uns les autres avec les moyens du bord pour que ça se passe bien. Il est presque 18 h quand Jean-Claude, le chef de Théo et Benjamin, les appelle en visio pour s'assurer que tout va bien. Ouais, Jean-Claude. Il coach les deux jeunes mécanos, plus à l'aise sur des machines de génération plus récente. On est au milieu des champs, on est seul au monde avec son moteur qui est mort. Et là, mis à part les collègues au téléphone, on est tout seul face à la machine. Moi, je suis là pour les rassurer et puis pour les guider, quoi. Jean-Claude rappelle scrupuleusement tout ce qu'il y a à démonter et vérifie avec ses mécaniciens qu'ils progressent étape par étape. Je ferai sûrement peut-être bien démonter le garde-corps, là. Tu sais. Celui-là, là. Bah, je sais pas, ouais, mais bon, si ça passe, c'est bon, quoi. Eh bah, de toute façon, on peut l'enlever, il reste de boulons. Jean-Claude intervient très régulièrement sur chacune des interventions quand il le faut, en support, en conseil, en assistance. Et c'est un peu la nounou aussi de temps en temps. Avec l'aide de Jean-Claude, même si c'est à distance, Théo et Benjamin se sentent à la hauteur du défi qui leur fait face. C'est la première fois qu'ils désossent entièrement une moissonneuse-batteuse en plein champ pour en extraire le moteur. Ils sont motivés et très volontaires. Et le moteur, une fois que... Parce qu'on va pas le poser par terre dans le champ, là. J'ai un camion de la plateforme qui va le chercher si le gars il a pas de remorque. Puis s'il peut nous emmener le neuf en même temps. Ah bah non, fallait pas changer le moteur dans le champ. Je sais pas, moi. Parce que là, il y a... Au moment de l'appel, ouais, je pensais que le moteur allait arriver dans le champ et puis qu'on allait faire l'inversion de tous les accessoires dans le champ. Je me suis dit, c'est déjà compliqué ce qu'on fait, donc ça peut pas être pire. Ça peut toujours être pire. En mécanique, c'est la première règle à connaître. Mais jusqu'ici, tout va bien pour Théo et Benjamin. Les deux techniciens ont rempli leur mission du jour. La machine est quasiment prête pour l'extraction du moteur le lendemain. Une opération périlleuse. Deuxième jour d'intervention à Dior. La moissonneuse-batteuse n'a pas bougé d'un centimètre. Son moteur est hors d'usage. Un mélange d'eau et d'huile a complètement endommagé la machine à cause d'un joint de culasse défectueux. Pour dépanner l'agriculteur le plus vite possible et lui permettre de reprendre les moissons le plus tôt possible, la décision est prise de changer intégralement le bloc moteur. Aujourd'hui, Théo, Benjamin et Augustin, leur apprenti, doivent extraire le moteur du cœur de la machine. C'est toujours un moment très délicat. Changer un moteur dans le milieu d'un champ, c'est très complexe
Et ça peut être très dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut savoir prendre le temps, avoir un peu de mesure. C'est aussi là où on accompagne nos jeunes, parce qu'il y a la fougue et l'envie de bien faire et de faire vite. Et quelquefois, il faut faire attention, parce qu'un accident, c'est vite arrivé, un drame aussi. Et l'idée, c'est de dépanner les machines, c'est pas de faire mal à quelqu'un. Bon, ça c'est bon, c'est démonté. Avant d'extraire le moteur, les 3 techniciens ont encore quelques tâches à accomplir. Ah, c'est un enlevable, ça. Ils doivent vidanger quelques fluides et aussi débrancher tous les tuyaux hydrauliques et les câbles électriques. Pour un débutant, c'est une sorte de plat de spaghettis géant où tout semble entremêlé. Mais en fait, chaque câble, chaque tuyau correspond à un équipement spécifique. Il faut donc tout identifier minutieusement pour ne pas commettre des erreurs le jour où il faudra tout rebrancher. Là, on a démonté le faisceau pour pouvoir déposer ensuite le moteur. Tous les équipements en état de marche seront réinstallés sur le bloc moteur neuf. Ce qui compte surtout, c'est le repérage de tout ce qui est fil, alimentation en gasoil, en huile, en eau, tout ça. Donc là, il faut les repères surtout dans les câblages électriques, quoi. Sur le coup, on se rappelle, mais 3 jours après, on peut se mélanger les fils. Parce que bon nombre de prises se ressemblent, mais n'ont pas les mêmes fonctionnalités suivant les capteurs qu'il y a autour du moteur. Une fois que l'ensemble des équipements électriques a été débranché, Benjamin et Théo retirent la grande hélice qui refroidit le moteur. Vas-y, pousse-le là. La difficulté, c'est de sortir le moteur sans abîmer le radiateur à eau. Parce qu'en bout du moteur, vous avez l'hélice qui refroidit le moteur et qui passe à quelques centimètres du radiateur. Donc là, ils ont démonté l'hélice justement pour gagner à peu près 10 cm, pour avoir un petit débattement de 10-15 cm, afin de décaler de gauche à droite pour pouvoir sortir le moteur sans abîmer le radiateur. C'est parfait. Il est 10 h du matin. Benjamin est allé chercher une machine très spécifique chez un copain agriculteur. Un engin doté d'un bras télescopique de 6 mètres de long et d'une capacité de levage très importante pour sortir le moteur d'un peu moins d'1 tonne. De son côté, Jérôme arrive de Châteauroux pour récupérer le moteur HS. Il vient aider les jeunes et s'assurer que tout se passe bien. Salut docteur. Le Jérôme. Ça va et toi? Le moteur, en fait, il est fixé avec des grands boulons et il est posé sur cils en bloc, donc des grosses lamelles caoutchouc pour absorber les vibrations. Et donc, en fait, on enlève les 4 cils en bloc qui sont en bas du moteur pour pouvoir le sortir. Il faut toujours rester vigilant avec le poids que ça fait. Mais avant l'extraction, il faut arrimer des grosses chaînes autour du moteur. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre 10 cm plus court de ce côté-là, comme ça, quand tu vas le lever, on sera d'aplomb. Ah, c'est ce que Jean-Claude il a dit. Tu vois? Eh ben si tu veux. Si on peut. C'est pas un problème. Il y a 2 points d'ancrage qui sont sur la culasse, qui sont faits exprès pour soulever les moteurs. Donc là, il y a une tension de chaîne afin de respecter l'équilibrage, parce qu'on a le poids supplémentaire du renvoi d'angle, donc il faut raccourcir un petit peu côté gauche pour que ça lève en premier du côté du plus lourd. Les 3 techniciens ont fait place nette autour du moteur. Plus aucun câble ni tuyau ne gêne la sortie du bloc moteur. Les pièces fragiles ont été retirées, les tôles enlevées. Il est 10 h 15. Tout est prêt pour l'extraction du moteur. Jérôme commande le bras télescopique. Il est hyper concentré. Son regard rivé sur les fourches. Il est attentif aux ordres des 2 techniciens, en haut de la plateforme. Lève doucement. Attends. Il y a un peu de tension dans l'air. Il faut être hyper prudent. Aïe. Tout se joue à quelques centimètres. On va essayer, on va voir. Je vois pas là. En dessous? Bah attends, tiens-le, je vais regarder. 6 mètres, c'était juste. Moi, je préférais que ce soit Jérôme qui prenne le télescopique et d'en haut, je pouvais le guider, savoir comment positionner les pales et puis les sangles, quoi, pour s'organiser au mieux et pour éviter de taper d'autres éléments et endommager d'autres éléments. Grâce au travail d'équipe et à la préparation minutieuse de Théo et Benjamin, le moteur est sorti des entrailles de la moissonneuse-batteuse en à peine 10 minutes. Ouais, c'est parfait, là. C'est juste parfait, là. Il est convoyé ensuite vers la plateforme. C'est le centre névralgique de l'entreprise Clouet. C'est là que Théo, Benjamin et Augustin vont travailler pendant les jours qui viennent. Il leur reste un peu moins de 72 heures pour finir le chantier et s'assurer que la moissonneuse-batteuse redémarre. Le soleil est attendu ce week-end, les moissons vont donc reprendre et la pression monte d'un cran
mécaniquement. Avec ses 30 ans d'expérience, Jean-Claude chaperonne les jeunes techniciens. Ça va y aller. Ça va? Ça s'est bien passé le démontage dessus cette Pas trop mal. batteuse là? Pas trop mal. Il y en a un qui va s'occuper de la partie renouement. Ouais. Et puis l'autre, tout ce qui est partie accessoire du moteur. Donc là, t'en as bas pour 1 heure, 1 heure et demie à peu près à faire ça. Quoi. Théo, pendant ce temps-là, tu vas démonter tous les éléments du moteur. Tu démonteras peut-être ça en attendant. Tous ces boulons-là, tous les changeurs. Quoi. Benjamin et ses acolytes démontent toutes les pièces en état de marche qui peuvent être réutilisées sur le nouveau bloc moteur. Celui-ci est livré nu, dans son plus simple appareil. Et plutôt que facturer à l'agriculteur de nouveaux équipements, ils sont récupérés sur l'ancien. C'est une sacrée économie. Tous les accessoires, on les a démontés ici. Donc tout ce qui n'était pas fourni sur le moteur neuf, on l'a récupéré de l'ancien moteur. De son côté, Théo s'occupe du calage de distribution. C'est certainement l'étape la plus cruciale du jour. Théo commence par retirer une petite pige et tourner le volant moteur pour trouver l'alignement parfait entre les 3 pignons de distribution. Celui du bas, il est aligné avec celui-ci par les 2 traits blancs. Et celui du haut, il est aligné avec celui du milieu avec les 2 traits blancs qui sont là. Et là, on sait que les 3 pignons sont alignés. S'il y a une dent de décalage, ça fonctionne plus. Ces 3 roues crantées commandent le vilebrequin, l'arbre à cames et la pompe à injection. 3 équipements clés du moteur qui permettent l'avancement de la machine, le contrôle de l'ouverture des soupapes et crachent le carburant dans les cylindres du moteur au millième de seconde près. Tout ça doit être synchronisé. Synchronisé parce que le vilebrequin, il fait 2 tours pour un tour d'arbre à cam, pour un tour de pompe d'injection. Donc ça, c'est mon alignement, c'est mon repère pour pouvoir mettre ma pige de calage. La petite pièce en plastique qui est juste ici, en fait, elle vient s'insérer dans le trou du pignon. Et après, mon calage est fait. Sans ce tout petit bout de plastique, le moteur ne fonctionne pas. Il est maintenant 15 h, le calage de la pompe à injection est fait. Théo pourra donc réinstaller sur le nouveau moteur la pompe et le pignon d'origine, en sachant que tout est bien aligné. L'après-midi se poursuit normalement et Théo démonte maintenant les tuyaux de la pompe à injection. Ces tuyaux-là, je vais pouvoir les réutiliser sur le moteur neuf. Parce qu'en fait, il y a 6 tuyaux qui sont bons pour les 6 injecteurs. Pour pouvoir enlever ma pompe, parce que c'est que des tuyaux rigides, ça. Donc je peux pas les tordre, je peux pas faire quoi que ce soit avec. Une fois les 6 tuyaux démontés, il faut s'occuper de la pompe en elle-même. Impeccable. Augustin, amène-moi un petit bac là, s'il te plaît. Il y a un petit peu des traces d'eau quand on voit quand ça coule dans le bac de vidange, mais j'ai vidangé la pompe à injection parce que, en fin de compte, il y a l'huile qui passe dedans pour lubrifier le système qui est dans la pompe à injection. Donc elle aussi, elle avait avalé cette fameuse mayonnaise. Pour la nettoyer, j'ai démonté un petit carter en métal qui est à l'arrière de la pompe et puis après on accède à l'intérieur de la pompe. J'ai mis du gasoil dans la pompe et en la secouant, après en revidangeant, ça l'a nettoyé quoi. Il est 17h30, Jean-Claude passe s'assurer que tout est en ordre de bataille pour le lendemain. Mais un petit détail le chiffonne. La clavette, elle est où donc là? Il n'y avait pas de clavette. Ah bah si. C'est pas claveté là. Bah non. Regarde, il n'y a pas d'emplacement de clavette. La clavette, c'est une petite pièce qui empêche que le mécanisme de la pompe à injection ne bouge par rapport au pignon. Là justement, il n'y avait pas de clavette, donc il n'y a pas de repère par rapport au pignon d'entraînement de l'injection. Donc c'est pour ça que c'est primordial de ne pas avoir à tourner un petit peu la pompe, parce que là, ça ne démarrera pas du tout. Théo a aligné correctement tous les pignons, mais la pompe sans clavette peut toujours malencontreusement tourner. Après 2 jours de travail intensif, tous les équipements pouvant être réutilisés sur le nouveau moteur ont été démontés, vérifiés, nettoyés. C'est autant d'économies pour l'agriculteur. Demain, le nouveau bloc moteur sera enfin livré et le montage pourra débuter. Direction Nintré, dans la Vienne. C'est ici que travaille Étienne. Il n'est pas en train de pirater une banque ou un ministère, non, non. Sa mission, c'est de veiller sur les machines des clients de Vincent à distance. Ils sont tous connectés en fin de compte. Tous les points verts, c'est les tracteurs qui sont, on va dire, en fonction de marche. Et tous ceux en jaune, c'est des alertes maintenance ou des problèmes, en fin de compte, peu graves. Et après, tous les rouges, c'est que des problèmes graves. Ce matin, il détecte une anomalie sur un capteur d'un tracteur sous surveillance.
il appelle immédiatement l'agriculteur concerné. Allô? Oui, bonjour Étienne, Société Cloué. Je viens de recevoir un mail comme quoi vous avez un code panne sur votre tracteur. Je vais prendre la main en télémétrie pour constater la panne. Et après, comme ça, un technicien se déplacera dans la journée pour vous changer votre pièce. D'accord. C'est bon, je me suis connecté. Bon, alors les codes panne, transmission, valeur 0. Oui, ça serait bien avec un problème de capteur en fin de compte de prise de force. En 5 minutes même pas, on a pris la main sur le tracteur, on connaît la panne. Donc après, on questionne tous les calculateurs et après, du coup, on va commander les pièces si besoin. Dès le message d'alerte, soit on fait du préventif parce que la panne n'est pas très grave, soit vraiment on va dans l'action parce que là, la panne est grave et on est obligé d'arrêter la machine. Des problèmes graves qui interdisent l'utilisation de la machine ou empêchent son fonctionnement optimal. C'est le cauchemar de tout agriculteur. Pour éviter cette situation, les machines nouvelle génération sont dotées de dizaines de capteurs qui transmettent via l'AFS Connect des informations clés sur un réseau. Étienne les analyse en temps réel. C'est une sorte de télémédecine, mais pour du matériel agricole. Donc on peut, à distance, avoir des alertes qui nous permettent de rentrer en contact avec l'utilisateur et de manière préventive de dire attention, là il y a quelque chose qui se passe qui nous fait dire qu'il va y avoir un gros problème, ou un petit problème d'ailleurs, et donc d'arrêter la machine avant la panne. En début d'après-midi, le nouveau capteur pour le client d'Étienne est enfin disponible au magasin. Étienne part immédiatement chez l'agriculteur avec un technicien. L'intervention a lieu 1 heure après que la panne ait été détectée. D'avoir de la donnée d'une machine par anticipation, c'est aussi le gage d'un technicien qui monte dans son camion pour aller dépanner un client avec la bonne pièce, avec le bon diagnostic, avec la bonne idée de ce qui se passe. C'est ce tracteur qui apparaissait en rouge sur l'écran d'Étienne ce matin. Le tracteur n'est pas complètement hors service, c'est juste le capteur de prise de force qui est défectueux. Sans ce matériel qui régule la puissance et la vitesse de rotation transmise aux outils agricoles, impossible pour l'agriculteur de travailler dans de bonnes conditions. Il faut que le semoir il ait un régime en fin de compte assez constant et il faut que le régime soit vraiment à 1000 tours minute. Et du coup là il n'avait pas l'information, le capteur était défaillant. Ça aurait pu entraîner une casse machine parce que la prise de force tournait trop vite. Une casse qui aurait 2 conséquences fâcheuses pour l'agriculteur. Une machine à plus de 250 000 € immobilisée, donc inutile, et des très gros frais de réparation. Un tracteur il y a 10 ans, un tracteur aujourd'hui, c'est 40% de prix en plus, au moins 40 à 50% de prix en plus. Donc toutes ces pièces chères, si on évite de les casser en disant attention, vous allez avoir un problème, tout le monde est content. Normalement, j'enlève le capteur par le bas. Comme c'est fait. Il y a un manque d'information, soit dans le capteur ou soit dans le fil. Du coup, on va changer le capteur pour plus afficher le code panne et pour avoir des informations précises des tours minutes de la prise de force. En quelques minutes, Axel remplace le capteur. Une mini-intervention quasiment indolore pour l'agriculteur. C'est bon, le capteur a été changé. Du coup, voilà, vous pouvez retourner dans vos champs, tout est réparé. D'accord, très bien. Merci. Je vous souhaite bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est quelque chose qui doit apporter forcément du confort et de la sérénité à nos clients équipés et qui permet effectivement d'avoir un peu plus de tranquillité sur la surveillance du bon fonctionnement de leur machine. Ça change tout pour l'agriculteur, ça change tout pour les machines et ça change tout pour l'économie de manière générale. La technologie AFS Connect change donc la donne pour les agriculteurs. Grâce à la télémétrie, ils peuvent surveiller leurs machines, mais aussi optimiser leur travail au champ. En traçant des lignes parfaites et en évitant les chevauchements, c'est moins de temps dans leur machine, moins de carburant, moins d'intrants et donc beaucoup d'économies. Il est 15h. Étienne et Axel ont terminé leur intervention, rapide et efficace. C'est l'heure de rentrer à l'atelier. En pleine moisson, les agriculteurs récoltent des tonnes de céréales et des tonnes de paille. Certains la vendent ou la conservent pour leurs exploitations. D'autres l'utilisent comme engrais naturel. Pour cela, il faut des broyeurs hyper performants. Ces broyeurs sont de plus en plus recherchés par les agriculteurs, car ils permettent également de semer directement après les moissons sans avoir à nettoyer leurs champs. Car la paille, hachée menue, se décompose très rapidement.
Direction le Blanc dans l'Indre. Aujourd'hui, les équipes de Vincent installent pour la première fois ce nouveau type de broyeur sur une moissonneuse-batteuse. Il va falloir être calme, patient et persévérant pour bien installer ce nouvel équipement. Elle est plus efficace que l'origine et fait un meilleur broyage, un meilleur éparpillage surtout pour faire des semis directement dans les champs. Voilà. Ce nouveau broyeur découpe la paille en miettes et l'expulse dans le champ sur 15 mètres de large. Une petite révolution. Avec cette technologie, les agriculteurs n'ont plus besoin de nettoyer leurs champs après les moissons. C'est un gain de temps inouï pour les agriculteurs. L'intérêt de cet équipement-là, effectivement, c'est de choisir de valoriser la paille en la laissant en lieu et place dans le champ, ce qui permet d'amender le sol et éventuellement de gagner du temps et de passer pour le coup sur du semis direct et de directement ensemencer derrière. Bon, bah, tu prends une autre paire de pinces, on va déballer. Hein. C'est bon. Philippe et Arnaud déballent le matériel qui arrive tout droit du Canada. Une palette XXL, des centaines de pièces et une seule notice en anglais. Ah, là, la bête. C'est lourd, ça. C'est tout l'entraînement. Ça doit pas être léger, ça. Ben, c'est bon. Il faut qu'on monte le support puis qu'on trouve les boulons. C'est bon, tout est nickel. Les gros colis, ça peut faire peur. On va dire que le plus dur, c'est sûr, c'est de trouver quel morceau va où. Mais il y a une notice pour ça. Ça se passe bien en général. Les pièces, il y en avait pas mal. Il y avait tous un carton, il y avait 2 palettes, il y a des renvois d'angle, il y a des poulies, les pochons de boulons, il y en avait toutes sortes. Et puis un petit peu de jugeote, on arrive à comprendre où ça va quand même. Donc on trouve les boulons qui vont avec le support. J'espère qu'il ne nous manque pas de carton. Hein. Parce que là, ce serait grave. S'il nous manque des cartons, non, c'est ça. Il y a des pièces comme ça qui vont avec. C'est CS 672, c'est ça? 625S. Non, c'est pas celui-là. Hein. Il n'y a pas un carton celui-là. Ça m'inquiète par contre. Il faut donc trouver systématiquement les bons boulons. Et quand il y en a des centaines, ce n'est pas toujours facile. C'est déjà l'enfer quand il s'agit de monter un meuble d'une grande marque suédoise. Alors là, imaginez pour un broyeur à la pointe de la technologie sur une moissonneuse-batteuse valant plus de 400 000 €. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Faut pas dire je mets un boulon de 10 dans un trou de 12. Ah non, parce que là, ça va pas tenir. Le moteur, il y a 500 chevaux qui passent. Là, s'ils mettent des boulons de 12, il faut mettre des boulons de 12. S'ils mettent des boulons de 14, il faut mettre des boulons de 14. Philippe et Arnaud s'attaquent à un mécano géant qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est un mécano géant, oui. C'est le premier qui est monté. Un peu de pression, oui, parce que c'est sûr que quand on connaît, ça va beaucoup plus vite. Mais ça va y aller. La première étape du montage consiste en l'installation du support du broyeur. Un cadre en acier très imposant. Il mesure 1,10 m par 1,40 m. Mets-toi en face, par ici. Attention à la vis là-haut. Avance. Lève le tout. Là. Une fois le chariot présenté, il faut le fixer avec des gros boulons. Et c'est là que les choses se compliquent. Ah bah, il va me faire suer celui-là. Ça y a fait, toi? Non, pas encore assez. Pas assez? Yes. Non, je suis encore de biais. Quand les trous ne tombent pas en face, c'est un problème assez simple. Les pièces sont fabriquées à l'usine. La machine n'étant pas là, à l'usine, ils vont se référer sur des plans, donc ça ne tombe pas toujours aligné. Ils ont peut-être des cotes de perçage de trous, mais à quelques millimètres près, voilà, ça y va pas tout à fait. On va y passer un coup de Dremel. Hein. Un Dremel, c'est une toute petite fraiseuse, un peu comme celle utilisée par les dentistes, qui permet d'agrandir des trous de quelques millimètres. Bon, on est un petit peu obligé de retailler pour que ça s'ajuste parfaitement. On perd son meule, on parle de 1 mm ou grand maximum 2 mm. Le mauvais trou au mauvais endroit peut avoir des incidences importantes. On parle d'équipements que l'on met sur une machine qui sont chers. Donc Philippe, il n'est pas détendu quand il fait ce genre de choses. On a l'impression qu'il l'est, mais en fait, il ne l'est pas du tout parce qu'il ne faut pas qu'il se trompe. Parfois, un autre problème s'ajoute. Les différentes tôles du broyeur ont été entièrement plongées dans des bacs de peinture. Ça brille, c'est beau, mais cela enquiquine les techniciens. Ah bah, y a de la peinture dans les filetages et ça se visse très mal. Le ré, c'est pas possible. C'est ce qui arrive quand les pièces sont faites à la chaîne. La peinture, il y en a souvent un peu de trop, donc ça bouge quand même. Parfois, Philippe doit refaire les filetages.
Ce sont les rainures qu'on trace dans les tôles, les carters, sur lesquels viennent se prendre les vis. C'est essentiel pour bien fixer les différents éléments. T'as un tarot de 16 ? Non, j'ai pas de taroter parce que les filetages, ils sont pas clean, mais le boulon est dur. Pour récupérer les filetages, il faut un outil spécial, un tarot qui va faire disparaître le trop-plein de peinture. Grâce à ce nettoyage, la peinture ne gêne plus le serrage. Les boulons seront parfaitement fixes. Précaution absolument nécessaire pour un broyeur qui pèse 700 kg et tourne à plus de 3700 tours minute. Donc on prend un tarot, voilà, on repasse, on rafraîchit, comme on dit, les filets. On enlève de la peinture aussi pour qu'on fasse ferraille sur ferraille, un bon serrage. Là, il y a quand même du poids derrière. Il ne faut pas qu'il fasse 200 mètres et puis que le broyeur est tout disloqué. Les mécanos ont pris leur temps pour installer le rail. Voilà. On va préférer s'attarder sur un montage des premières pièces pour éviter que ça force au montage, qu'il y ait une usure accentuée à certains endroits, de par le fait qu'on n'a pas très bien ajusté dès le départ. Donc il vaut mieux passer un petit peu plus de temps dès le début et après, normalement, tout se passe bien. Tout se passe bien ou pas? Philippe et Arnaud s'attaquent maintenant au gros morceau, le broyeur. Une pièce de 700 kg qu'il faut parfaitement insérer au cœur même de la moissonneuse-batteuse. On monte le broyeur qu'on va fixer sur son montant qui est ici et qui va glisser dedans de chaque côté. Avec l'aide du Fenwick, Philippe et Arnaud essayent d'installer le broyeur dans son support. L'espace entre les deux glissières est très étroit. Là, hop, avance tout doucement. Avance, là par ici, un tout petit peu. Là, hop, c'est très bien. Hop, hop, hop. Je vais aller voir un petit tour par là. Attends. L'alignement, le poids, l'encombrement, c'est vraiment un problème. Comparé à ces deux fameuses glissières qui font environ un demi-centimètre de large. Pas facile de placer correctement le broyeur avec le Fenwick. Il faut trouver la bonne hauteur, mais aussi le bon angle d'attaque. Ça se joue à quelques degrés près. Vas-y. Arrête. Faudrait que tu fasses ça plutôt. Oui, mais c'est la palette qui fait ça, c'est pas le Redecop. Tu vois, il n'y a que l'arrière qui tient, il n'y a plus l'avant. Ouais, je sais bien, mais comment faire? Arrête, là, on est trop haut, là. Ouais, c'est ça, puis c'est qu'on bute là-bas, Il faudrait que ça recule un tout petit peu. Ah, purée. Attends, On je vais recule un tout reculer. petit peu. Avec le chariot élévateur, les deux mécaniciens ne sont pas assez précis dans la manipulation du broyeur. Pour le déplacer tout en douceur dans la glissière, ils vont utiliser un outil hyper technologique. Tu sais ce qu'il faudrait? Je vais te dire, il faudrait mettre une sangle de là à là, puis le tirer à la main. Parce que c'est beaucoup plus précis que le Fenwick. Il faudrait en faire autant de côté. Avec des sangles, c'est beaucoup mieux. Une sangle, c'est plus précis qu'un matériel à moteur, parce qu'un matériel à moteur, c'est un peu plus brutal. Une sangle, c'est cran par cran, c'est millimètre par millimètre. Une sangle, c'est bien pratique, mais c'est pas non plus une baguette magique. Pour positionner correctement le broyeur, il faut de la force et de la précision. Mets-toi droit. Avance. Avance. Lève, voir là. Là, ça y a été. Il est revenu dans la glissière? C'est pas mal. Au bout d'une grosse heure de manipulation, le broyeur est enfin dans le rail. Mais il ne coulisse pas jusqu'au bout. Quelque part, quelque chose bloque. Ça peut pas passer, ça. Là, il est trop bas. De l'autre côté, il est bien. Il faut passer en dessous. C'est ça qui nous empêche de... Oh, ça me désole. Ça me désole. Essayez de reculer un tout petit peu, que je puisse, toi, le tourner. Encore un petit peu. Encore un peu? Ouais. Aïe. Voilà. Il y avait une pièce d'origine, le vérin de la plateforme, qui nous gênait. Il se trouvait un pile poil dans l'axe des deux glissières. Il fallait le démonter parce qu'il nous gênait à cet endroit-là.
Arnaud et Philippe tentent de faire glisser pour la énième fois le broyeur dans son rail. Et cette fois-ci, ils demandent un coup de main à Thomas, le chef d'atelier. Avance. Faut avancer. Essaye d'avancer, Arnaud. Vas-y, avance. Vas-y là. Ça bouge pas, je regarde. Encore? C'est bon. C'est une pièce qui est assez lourde. Voilà, bah mieux. C'est pas toujours facile de le mettre d'aplomb. À 3, on a 6 yeux au lieu de 4. Il est 18h. Le broyeur est enfin installé dans la moissonneuse-batteuse. Philippe et Arnaud ont réussi leur mission du jour. Mais ils ont mis 3 heures de plus que les prévisions. Demain, le montage du broyeur continue. Philippe et Arnaud doivent encore changer le système hydraulique, poser les vérins électriques et installer les nouvelles courroies. Une nouvelle grosse journée de travail en perspective. 8h du matin, retour à Châteauroux. 3e jour d'intervention pour Théo, Benjamin et Augustin. Le nouveau bloc moteur pour la moissonneuse-batteuse en panne est enfin arrivé. Avec 24 heures de retard. Un délai fâcheux en pleine moisson. Dénomine. Le moteur d'origine contaminé par un mélange d'huile et d'eau est remplacé par ce bloc moteur noir. Il doit être rééquipé de tous les équipements de l'ancien moteur qui n'ont pas été abîmés par la mayonnaise. On a changé le moteur par un moteur reconditionné parce que le neuf, il n'y en avait pas en stock. Donc on a choisi cette option-là qui est beaucoup moins chère qu'un neuf. Même si c'est un moteur d'occasion, il est garanti. Une pièce reconditionnée est aussi performante qu'une pièce neuve. Elles sont éprouvées autant que les neuves et elles sont passées dans les mêmes usines que les usines de production de pièces neuves. Donc c'est par contre beaucoup moins cher. Ce matin, Augustin et Benjamin réinstallent le volant moteur. Ils jouent un rôle crucial pour le bon fonctionnement de la moissonneuse, si seulement il est bien monté. Ouais, surtout quand tu montes à l'envers. C'est pour ça. Le volant moteur est entraîné par le vilebrequin, ce qui permet l'avancement de la machine. Il transfère la puissance du moteur vers les outils de coupe ou de battage et de séparation du grain. Il doit donc être parfaitement fixé selon les normes du constructeur. Donc on a un réglage 250. Donc là on tourne jusqu'à trouver le point 0 à 150. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à serrer. Comme tous les boulons autour d'un moteur ou quel que soit, on a un couple de serrage. Le couple de serrage s'effectue avec une clé dynamométrique, avec un couple déterminé par le constructeur. Les marques, ça permet de me repérer et puis d'être sûr d'avoir tout serré les boulons. Comme j'ai fait un par la suite, ça me permet de me dire que en fait, moi j'ai fait bien la passe à 144 ou 150 partout. Si on serre davantage à la main, qu'on ne se rend pas compte du coup qu'on fait, on peut exercer 50 kg sur un boulon. Et là, vous avez un allongement des filets. Et au cours de l'utilisation, les boulons peuvent se couper, quoi. Si c'est pas assez serré, ils vont se desserrer, puis on va perdre le volant en moteur. Et là, il n'y aura plus qu'à recommencer. Après avoir démonté le système d'injection la veille, Théo, de son côté, doit recaler tous les pignons. Et d'abord celui du vilebrequin et de l'arbre à cames. Va dans l'autre sens, Doucement. Là, ça doit pas être mal. Théo replace maintenant le pignon de la pompe à injection. Le pignon que j'ai remonté, c'est le pignon qui entraîne la pompe à injection. Donc je l'ai remis au calage comme hier avec les traces blanches là. Donc on a récupéré le calage en faisant tourner le volant moteur de l'autre côté. On a récupéré le calage du bas et moi j'ai récupéré le calage du haut avec la trace qui a été faite déjà hier par rapport à ce pignon là. C'est une étape cruciale pour la remise en route de la moissonneuse-batteuse et pourtant c'est un calage un peu précaire. Hier, Théo s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de clavette pour caler la pompe. Il n'est pas sûr à 100% de son calage. Il cherche donc un peu de réassurance auprès de Jean-Claude. Donc je l'ai raligné là, sans bouger, sans faire tourner la pompe. On espère que ça va pas, vu qu'il n'y a pas de clavette, j'espère que ça va pas bouger. On va voir. Normalement, j'y ai pas tourné. Non. Le trait blanc, il nous servait à repérer le calage qu'on avait fait de l'ancien au nouveau moteur. La pompe, elle, sans clavette, on n'est pas certain de l'alignement. Un léger doute persiste donc quant au remontage de cette pompe à injection. Mais les jeunes mécanos poursuivent leur mission sans trop s'en soucier. Il faut avancer, il reste encore beaucoup de boulot. D'ailleurs, Augustin est concentré sur le nouveau turbo. Il faut tout préparer avant de l'installer. Un peu de ponçage avant de le poser. Ça c'est le nouveau turbo, neuf, qu'on va mettre sur le moteur qu'on est en train de remonter. On le présente. Et normalement, il se pose tout seul. Voilà. Et là, il y a comme un léger problème.
peu de réflexion. Hein. C'est pas le bon. J'en sais rien, t'as comparé avec le neuf. Fais voir. Je trouve qu'il y a un léger souci, tu vois, à moins que ça rentre directement dans la pipe. On peut pas. Il est où l'ancien? Bah là. Bah, regarde-y là. Ouais, mais moi je le vois bien que c'est pas le même. Déjà là, c'est pas le bon. Là, le raccord ici, c'est pas pareil. Ça va trop vers le bas. Il peut y avoir 3 modèles de turbo qui ont évolué, qui ont changé sur la même machine. Ça fait partie des imprévus de notre métier, effectivement. Un peu désemparé, à 15h15, Benjamin appelle Jean-Claude. Oui, salut Jean-Claude, c'est Benjamin. Excuse-moi de te déranger, le turbo c'est pas le bon. Tu sais, l'escargot il sort pas au bon endroit. Eh mais attends. En le tournant les boulons d'un demi-tour, ça va pas au même, non? Enfin, moi j'en sais rien, je vais pas l'ouvrir le turbo, on va pas encore quand même, il est neuf, on va pas le redémonter. Bah si, mais avant ça, il faut être sûr à 100% que c'est la bonne pièce avec les bonnes dimensions. Mieux vaut vérifier précisément. Ce petit turbo coûte tout de même 1 200 €. Ouais. Bon bah tout est bon en niveau mesure. Pour moi c'est le bon, c'est juste qu'il est mal réglé où il y a 2 types de réglages, il y a 2 montages quoi. Je démonte les petites clés demi-lune et puis il fait faire un quart de tour. Quand le turbo il est arrivé, il n'avait pas le même alignement que l'ancien. Donc il a fallu entre guillemets le démonter pour aligner les morceaux parce que sinon, au début on pensait que c'était pas le bon turbo. Et sur le coup forcément ça fait peur parce qu'on a l'impression que c'est pas la bonne pièce. Puis s'il faut attendre une nouvelle pièce, ça veut dire encore attendre le lendemain matin. Et en pleine moisson, personne ne veut perdre 24 heures pour une erreur de turbo. Les machines doivent être immobilisées le moins de temps possible pour continuer les récoltes. La pression est donc forte chez les agriculteurs et chez les mécaniciens. Au fond de l'atelier, Benjamin et Augustin modifient le turbo. Là. Donc normalement si je le présente, il doit avoir la même gueule. Oui, je m'étais trop fort. On les a tournés d'un quart de tour et puis tout était rentré dans l'ordre. L'essentiel, c'était les diamètres d'aspiration et de refoulement qui étaient du bon diamètre, quoi. Le turbo est posé, tout va bien. Fin de journée, le nouveau moteur est complètement rééquipé. Mais avant de le ramener auprès de la moissonneuse-batteuse, il y a encore un petit détail à régler. On a peint le moteur en rouge parce que l'ancien était rouge, que la machine est rouge et que le client il est assez soigneux sur ses affaires, donc je ne me voyais pas y remettre un moteur noir, quoi. En sachant que toute la machine est rouge. Après ça change pas grand chose pendant la récolte, hein. Qu'il soit rouge ou noir, on s'en fiche un peu. Chez Cloué, on a le souci du détail. Demain, le moteur rouge sera transporté au champ pour retrouver le cœur de la moissonneuse-batteuse, en espérant que la machine redémarre. Il fait chaud en ce début juillet. Partout en Indre-et-Loire, les machines avalent des kilomètres pour récolter le plus vite possible, sauf celles qui sont HS. C'est le 4e jour d'intervention pour Théo et Benjamin. Ce matin, ils doivent réinstaller le nouveau moteur dans la moissonneuse de Dior. Les 2 techniciens n'auront pas une minute de rab pour leur intervention. L'agriculteur doit absolument récolter ce week-end. Mais avant ça, il faut convoyer le nouveau moteur. 20 km de route sous la pluie. La matinée s'annonce plus compliquée que prévu pour Théo et Benjamin. Baisse doucement. Hop. Recule un peu. Vas-y, baisse. Prépare les boulons, Augustin. Hop. Les 2 techniciens font très attention lors de l'installation du moteur. Avec la pluie, les chaînes glissent. La manipulation du moteur de près d'1 tonne n'est pas facile. Il y a le problème de la sécurité. Tout ce que nous faisons sur la plupart des machines que nous maintenons, c'est lourd, c'est dangereux. Il faut lever les choses, il faut les positionner. Et si on ne le fait pas avec précision, il peut y avoir un risque de sécurité assez important. Il faut réfléchir, il faut faire attention. Le moteur est présenté et quand il s'agit de le fixer, il y a comme un problème. Putain, il va pas y aller, lui. Il me faut un grand tournevis plat. Putain, comment ça se fait qu'il est là, lui? Il y a un problème, là. Il va pas là, lui. Viens voir, là. Y a pas un problème avec le bouchon de vidange, là? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Là, il y a une couille, là. À l'envers, là. C'est une blague. Bah non. Le moteur ne rentre pas. Il faut le ressortir et le modifier avant toute nouvelle tentative. 20 minutes après leur arrivée sur zone, Théo prévient le chef. Ouais, Jean-Claude,
Dis-moi, le robinet pour vidanger normalement les moteurs, c'est côté pompe à injection, côté avant de la cabine. Donc c'est qu'il y a le rotor, ouais. Et ben ils ont monté le carter d'huile à l'envers. Ben, ça gêne parce que le robinet, ça l'écrase contre les tuyaux derrière. C'est pas du tout fait pour. Quand ils ont descendu le moteur dans le compartiment, ils se sont aperçus que le carter inférieur n'était pas mis du bon côté. Le moteur est transporté dans un hangar à proximité pour remettre le carter dans le bon sens. Comme la pièce est parfaitement symétrique, en la faisant tourner d'un demi-tour, le robinet sera bien placé. À l'abri, Benjamin et Augustin commencent par dévisser les boulons pour déposer le carter. Le principe aujourd'hui, c'est d'essayer de concevoir des pièces ou un ensemble de pièces qui va être monté sur beaucoup de machines différentes. Et effectivement, d'une machine à l'autre, en fonction de sa position, de la manière dont on l'installe sur la machine, eh bien, on peut être amené à avoir des pièces qui se positionnent un petit peu différemment pour qu'elles puissent s'assembler dans un sens plutôt que dans l'autre. Alors on va nettoyer le joint, on va regarder s'il n'est pas craquelé. S'il n'est pas craquelé, on a tendance à le remonter comme ça. Benjamin observe minutieusement le joint. Il est en parfait état, pas besoin de le remplacer. Mais pour être certain de l'étanchéité, il rajoute une petite pâte noire, un joint silicone. Là on va coller le joint pour pas qu'il y ait de fuite. Déjà pas trop, c'est bon. Mais tu veux le redémonter dans 15 jours, non? Pas moi. Si ça fuit là, il faut tout redéposer. Il faut de l'ingéniosité pour faire le métier de technicien agricole et puis il faut aimer l'inconnu parce que quelquefois on arrive effectivement, on a l'impression que tout est paramétré, tout est explicable et puis il y a la panne qui intervient où il manque la pièce, où on manque d'assistance, où ce dont on a besoin n'est pas disponible et là il faut s'adapter. Le bas carter est replacé correctement, le plein d'huile fait. Il suffit maintenant de réinstaller le moteur dans la moissonneuse-batteuse. Au total, les mécaniciens ont perdu 3 heures quand ils sont de retour au champ. Baisse doucement. Tout doucement, tout doucement. Il n'est pas en face de ton côté là-bas. Non. Baisse-toi, hop. Remonte. Tiens, essaye de mettre celui-là de l'autre côté, toi. Oui, il est lui. Là, c'est bon. Bah écoute, on va espérer que cette fois-ci c'est la bonne. Et c'est la bonne. Le moteur en place, les 3 mécanos réinstallent tous les éléments du moteur, les uns après les autres. C'est du 24. 24, s'il te plaît. Douille avec les plates. 19 s'il te plaît, douille avec les plates. Amène la boîte de boulons. Heureusement qu'Augustin, l'apprenti de Théo et Benjamin, est là. C'est lui qui fait les allers-retours jusqu'au camion pour récupérer les outils manquants. L'organisation, c'est pas encore leur truc. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, donc, et puis essayer de se concentrer sur les outils qu'il faut, de ne pas avoir à descendre 50 fois, quoi. Théo se charge du faisceau électrique. Quant à Benjamin, il s'occupe du support de la pompe hydrostatique. C'est un élément qui fait 80 kg. Ça sert à pomper de l'huile, à envoyer de l'huile sur un moteur hydraulique pour faire l'entraînement, l'avancement de la machine. Il y en a un qui peut m'aider là parce que je peux pas lever la pièce en fond et passer mes mains dedans. Goupille rondelle. Hop, encore. Attends. Là. Nickel. Nickel, sauf que l'orage est là et la pluie s'annonce forte. Les 3 mécanos sont obligés de s'arrêter pour la journée. Demain, Théo, Benjamin et Augustin devront terminer leur branchement et redémarrer la machine. La dernière journée de la semaine s'annonce très chargée. La tension va monter d'un cran. Retour à l'atelier du Blanc. Philippe et Arnaud entament leur 2e journée de montage du nouveau broyeur. Celui-ci dispose d'une technologie révolutionnaire. La paille est transformée en poussière. Elle se décompose donc plus vite et permet à l'agriculteur de semer directement après les moissons sans retravailler son champ. Cette moissonneuse-batteuse de série, elle a le broyeur intégral au milieu. Et là, on a rajouté un broyeur arrière pour encore mieux broyer. Il tourne à 3700 tours et le broyeur intégral qui est au milieu, la batteuse, il tourne qu'à 3200. Le broyeur d'usine est désactivé. Il ne broie plus la paille, mais la redirige vers le nouveau broyeur. Celui-ci prend le relais et tourne 20% plus vite. Mais pour que tout cela fonctionne, il y a encore pas mal d'étapes de montage. Philippe et Arnaud commencent par démonter toute la ligne hydraulique. Elle doit être intégralement changée.
Les deux mécaniciens doivent ensuite fixer le renvoi, une pièce constituée de plusieurs poulies qui font tourner le broyeur. Tu vas préparer le palan? Parce que ça va être lourd à monter ça. Est-ce qu'on peut mettre le palan au-dessus? Non, faut que tu détendes encore. Le renvoi est une pièce centrale qui pèse une 60aine de kilos. Impossible de le monter à la seule force des bras. On va présenter l'enfant à sa mère, comme on dit. Il est léger. C'est bien un palan. Le renvoi est constitué de 3 poulies sur lesquelles sont montées des courroies. Reliées au moteur, elles utilisent sa force pour faire fonctionner le broyeur et les éparpilleurs. Ce renvoi, c'est tout un train de poulies justement qui va aider à acheminer la puissance de la machine jusqu'à ce fameux broyeur. C'est là que ça va. Tu regardes la boulonnerie, ça se prend de là et ces boulons-là. Je te fais une marque. Là, là et là. Philippe est de bonne humeur ce matin. Avec Arnaud, le montage du broyeur avance vite, beaucoup plus vite que la veille. Le temps qu'on a perdu hier, on va le récupérer peut-être aujourd'hui. Mais en mécanique, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les soucis débutent à partir de 10 heures. La poulie de la moissonneuse-batteuse qu'il faut remplacer par une nouvelle ne bouge pas. Elle est comme collée à la machine. Pour la sortir, Philippe doit utiliser un outil spécial, un arrache-roulement fabriqué par ses soins. On fabrique régulièrement des outils nous-mêmes qui facilitent la tâche et on trouve des idées un peu géniales pour régler quelques problèmes. Après, on a des outils spécifiques de marque qui sont un peu onéreux, bien entendu. Si c'est pour l'utiliser 3 fois par jour, ça a du sens. Si c'est une fois dans notre vie, c'est plus compliqué. Cet arrache-là est transformé par Arnaud. Il doit élargir les fourchettes. J'ai agrandi les 2 petites fourchettes justement qui tiennent les têtes de vis pour passer un peu plus de force pour tirer cette pièce et que ça arrache pas une vis ou que ça casse l'outil justement. L'arrache possède 2 mâchoires montées sur une tige filetée. Celle-ci s'accroche à des vis de 16 mm de diamètre et en tirant sur ces vis, la poulie doit s'extraire toute seule. Enfin, en théorie. Et puis on n'a pas de place. Ah, pourtant j'ai mis des chevaux là. Je sens bien que ça va me faire suer ça. Ça allait bien ce matin. La poulie n'a pas bougé d'1 millimètre. Deuxième tentative, plus radicale. Tu peux me passer un marteau et un chasse. Reste pas en dessous, hein, surtout. Parce que là... Le chameau, comment on va faire? Ah, purée, lui. Elle n'a pas bougé d'un poil. Mais pourtant, il y a 120 kilos dessus. Hein. Je comprends pas, moi, sur la clé, là. Il est 11 h, 3e tentative. Ah non, mais... Ça y est! La détermination paye. Tu vois, ça y fait de me défier. Hein. Un cône, c'est toujours dur à arracher, heureusement. Quand ça vient d'un seul coup. C'est tout ou rien. Une fois la poulie enlevée, il faut la remplacer par la nouvelle. Et les apparences sont trompeuses. Elles se ressemblent, mais sont absolument différentes. Sur la nouvelle poulie, il y a 3 gorges pour 2 courroies. La différence, c'est celle-là d'origine, de standard. Et celle-là, il y a l'entraînement en plus pour entraîner cette poulie-là. Donc il y a une courroie de plus. Cette poulie, qui est plus large que l'ancienne, ne veut pas rentrer dans son emplacement. Un tuyau gêne. J'ai peur que ça passe pas. Attends, faut la soulever. Si on la passe de biais, comme ça. Non, J'avais peur depuis le début et j'avais raison, ça se confirme. On est obligé d'enlever le tuyau. Attention. Hop là. Allez, voilà, elle est en place. Des fois, il suffit de démonter une bride de façon à donner de la souplesse au tuyau. Si on le déplace, ce serait que d'1 mm ou 2 mm, et ben ça suffit pour que la poulie passe. Maintenant, les 2 techniciens vont installer les courroies et les tendre correctement. La rondelle, là, quand elle s'est tendue, elle est au même niveau que le curseur. Une courroie neuve, je l'attends toujours un peu plus parce qu'elle va tourner 1 heure et puis ça y est, elle va se détendre tout de suite. Donc je l'attends toujours de 5 mm à peu près de plus. Et quand elle aura tourné 1 heure, elle sera bonne. Une courroie, si elle n'est pas assez tendue, on va avoir des problèmes de patinage. Donc forcément une usure accélérée de cette courroie.
Et si justement elle est trop tendue, on peut avoir une usure excessive. Mais ça va user aussi la poulie, agrandir les gorges, ou ça peut aussi aller un peu plus loin, tordre l'arbre où est montée cette poulie. Nouvelle étape, Philippe et Arnaud installent et branchent les vérins électriques qui orientent les volets et peuvent expulser la paille derrière la machine. Parfait. Voilà. Tout marche impeccable. Il n'y aura plus qu'à faire un calibrage pour ça. C'est toujours un plaisir de travailler sur une batteuse, surtout quand elles sont propres comme ça, qu'elles sont neuves, avec un petit jeune qui va très bien à côté de moi, ça me fait plaisir. En tout, pour installer ce nouveau broyeur ultra performant, il aura fallu 32 heures de montage. Pour une première, Arnaud et Philippe s'en sortent bien. Mais il reste encore à le tester dans les conditions du réel. Demain, Philippe a rendez-vous avec l'agriculteur pour vérifier que le broyeur fonctionne parfaitement, en plein champ et en pleine moisson. Vendredi, 8h30 sur la commune de Dior. C'est le 5e jour et dernier jour d'intervention pour Théo et Benjamin. Le moteur, changé à cause d'un mélange d'eau et d'huile qui avait tout contaminé, est de retour au cœur de la moissonneuse-batteuse. Les deux mécaniciens ont la journée pour finir les branchements et redémarrer la machine. Demain, la météo annonce grand beau. L'agriculteur doit absolument moissonner son orge. Remettre de l'huile hydraulique pour être tranquille. Contrôler le serrage de la pompe. Et puis normalement, ça devrait être bon. La journée commence tranquillement. Les mécaniciens sont confiants. Benjamin remplit les réservoirs avec les fluides adaptés. Là, je fais le plein de liquide de refroidissement pour pas que le moteur il chauffe. Et en fait, c'est ce liquide-là qui s'est mélangé dans l'huile dans le moteur. Soit dû à un joint de culasse ou à un joint de chemise ou autre chose. Un moteur ne tourne pas sans huile, ni sans eau d'ailleurs. C'est crucial de remettre les niveaux à jour avant de démarrer. Il est 12h15, premier moment crucial de la journée. C'est maintenant que les deux mécaniciens vont vérifier que le circuit électrique a été correctement recablé. Théo prend place dans la cabine, pendant que Benjamin reste à l'arrière avec ses outils à portée de main. Mais juste le contact, tu démarres pas, hein? Bon, allez. Arrête, ça crame! Arrête, coupe-moi tout! Une fumée se dégage au niveau du faisceau électrique. Il y a une erreur de branchement sur l'un de ces câbles qui alimente plus d'une dizaine d'équipements essentiels au bon fonctionnement de la machine. Qu'est-ce que c'est qui crame là? J'en sais rien. C'est pas moi qui a branché le faisceau donc... Et c'est pas moi qui l'ai débranché. Il est urgent de trouver l'origine du court-circuit. Chaque année, des incendies dévastent des hectares entiers de cultures et parfois enflamment même les machines qui y travaillent. En quelques secondes, une étincelle ou un souci électrique peut causer la ruine d'un agriculteur. Pour Benjamin, le dysfonctionnement provient du câble électrique qui est branché sur l'alternateur. Deux fils n'ayant pas la même tension ont été mis en contact, ce qui a provoqué immédiatement un fort dégagement de chaleur. C'est celui-là qui crame. Il est brûlant. Là, il y a eu une masse avec un plus. Un fil qui est pas au bon endroit. Il y a eu un petit peu de fumée parce qu'il y avait une cosse qui n'était pas branchée au bon endroit. Donc en fin de compte, l'alimentation qui était sur la masse, ça a court-circuité le faisceau, donc c'est pas son fonctionnement normal et là ça a fait chauffer les fils. Théo identifie le câble qui pose problème. Non, c'est lui qui faisait chier. Faut juste qu'on retrouve à l'endroit où il faut qu'il va, c'est tout. Une fois le faisceau électrique correctement rebranché, les deux mécaniciens tentent enfin de démarrer la moissonneuse-batteuse. Théo et Benjamin ont pris du retard. Ça fait maintenant 4 heures qu'ils s'affairent sur la machine. Ce qui devait s'avérer une partie de plaisir ne l'est pas tout à fait. On est parti, vas-y. Essayez le démarreur. Il est 12h45, la machine ne veut pas démarrer. Les garçons la poissent. Arrête, j'ai pas de gasoil aux injecteurs. Impossible pour la moissonneuse de démarrer si le gasoil n'atteint pas les injecteurs. Seule solution, purger le circuit. Et pour aider au démarrage, Benjamin utilise un produit miracle, le nettoyant frein. Il est vide? T'es prêt là? Ouais. C'est ça qu'elle veut. Insiste. C'est
moi qui la tiens là. Si je mets pas nettoyer en frein, elle démarre pas. C'est un produit qui permet de faire tourner la machine rapidement sans gasoil. Mais par exemple, quand une machine elle est peinée à amorcer et qu'on en injecte au niveau du turbo ou dans l'admission, ça permet de lancer le moteur plus vite et puis d'entraîner le moteur et l'aider à démarrer en fait. Mais même avec ce produit magique, la moissonneuse-batteuse est récalcitrante. Rien n'y fait, elle ne démarre pas. Il doit y avoir un problème d'injection, chef, là. Putain, c'est pénible. Là, elle attend juste de démarrer, la machine. C'est juste qu'il faut purger les injecteurs, parce que les tuyaux, en fait, ils sont pleins d'air, comme on les avait démontés de passer le moteur à un autre. Et puis, pour faire ça, c'est pas comme sur un tracteur. Enfin, sur un tracteur, il y a un peu plus de place, normalement. Mais là, il n'y a pas de place. Théo et Benjamin vont devoir chasser l'air des tuyaux qui alimentent les injecteurs en les ouvrant un par un. Objectif, maintenir une pression constante dans le circuit du gasoil. Démarre gentiment. Arrête! Ça sort des bulles. Pas de gasoil aux injecteurs, c'est qu'il y a toujours des bulles d'air dans le circuit, donc on avait desserré les petits raccords des injecteurs pour faire une purge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un pet d'air dans le circuit. Il est 13h, sous le cagnard, le circuit d'alimentation en gasoil est purgé. Mais les ennuis s'accumulent. Bah, arrête-toi pas! Vas-y. Oui. Va lâcher ce cas-là. Là, les batteries, elles sont à plat. Là. Bah, nous voilà bien. J'aurais bien aimé qu'elle démarre. Ça, c'est très contrariant. Ce sont des détails qui font que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Absolument. Alors qu'on a fait l'essentiel. 99% est fait, mais le pourcent restant, ça fait que ça ne fonctionnera pas. Ou mal. Pour l'heure, Théo et Benjamin partent recharger les batteries de la machine. Une grosse après-midi de boulot les attend. Et plus les heures passent, plus le stress monte. Retour dans les environs du Blanc. Il est 13h, Philippe est au volant de son camion. Cet après-midi, il va vérifier que le nouveau broyeur qu'il a installé sur cette moissonneuse-batteuse fonctionne parfaitement. Ce nouvel équipement réduit la paille en poussière. Résultat, le champ est propre après le passage de la batteuse et l'agriculteur peut semer directement. Ce broyeur-là, il broie sur la largeur de la coupe. Si on a une coupe de 14 mètres, il n'y a pas de problème et il va éparpiller sur 14 mètres. C'est vraiment fin, c'est pas lourd et ça va bien se détruire dans la terre tout de suite. C'est pour ça que les agriculteurs ils cherchent justement à avoir ce broyeur-là pour faire un meilleur semis direct. Dans le colza, une moissonneuse-batteuse est en pleine action. L'agriculteur qui a acheté le nouveau broyeur le teste en conditions réelles. Au cul de la machine, une poussière de paille est expulsée à 160 km/h. Cet après-midi, Philippe vient expliquer à son client le b.a-ba du nouveau broyeur. C'est une visite systématique. Nous dispensons des machines à technologie. Si, évidemment, nous posons la machine dans la cour sans aucune explication, 1, elles ne vont pas forcément fonctionner comme il faut, et 2, elles ne vont pas forcément fonctionner longtemps. Pour vérifier que le broyeur ou la moissonneuse-batteuse fonctionne correctement, il faut être capable d'entrer au cœur même du dispositif. Une fois les carters enlevés, c'est un jeu d'enfant. Il suffit d'avoir une clé de 19. Il n'y a pas besoin d'étendre là, c'est pas... Là, on fait ça, c'est tout simple. Vous allez voir, hop là, voilà. Et puis, vous enlevez la courroie de là. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est un tendeur automatique. On prend une clé de 19, on la met en position de dévissage, le tendeur il tombe tout seul pour enlever la courroie. Pour le reculer, il n'y a pas 50 trucs à faire, il n'y a que ça. Et là, vous appuyez sur le bouton. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour déplacer le broyeur. C'est simplissime et c'est ce qui a séduit l'agriculteur. Maintenant, vous avez accès au broyeur et aux grilles, si vous avez un problème. Donc, ça vous permet de se glisser entre les deux. Avoir accès aux entrailles de la machine, c'est utile en cas de panne, utile pour entretenir la machine, utile pour sortir les tables de tri et les grilles en fin de saison. On va faire un tour pour voir tout le fonctionnement de la moissonneuse et du rédécope. D'accord. Donc là, on va avoir une meilleure répartition des menus de paille sur toute la largeur de la coupe.
C'est important que les pailles soient bien réparties parce que ça peut créer un phénomène de bourrage quand on passe les outils. Et puis pour une meilleure décomposition de la paille qui est de la future matière organique, c'est important qu'elle soit bien broyée et bien répartie. Philippe explique à l'agriculteur comment régler le broyeur pour étaler la paille sur une plus grande largeur grâce aux déflecteurs. Alors donc les déflecteurs, ça se règle ici. Donc c'est les déflecteurs, c'est les deux là. On peut mettre un tout petit peu plus haut. Là, encore. Là, je suis à fond. Là, ça y va, très bien. Plus la paille est recrachée sur une grande largeur, plus la couche qui tombe au sol est fine. Plus la paille se décompose vite et nourrit le sol. Non, pas pour vous, mais c'est très correct. Hein. Très correct. Non, c'est propre. Donc les réglages sont bien, on peut continuer comme ça. On va regarder si ça ne va pas trop dans les autres cultures. Donc là, on a un broyage épais. Et là, ça s'arrête à la limite. Donc on est bien. Ouais, d'accord. Avec cette machine 2 en 1 qui moissonne et qui broie, l'agriculteur gagne un temps incroyable. En passant moins de temps dans son champ, il consomme moins de carburant. Il fatigue moins sa machine, son terrain est nourri naturellement, c'est mieux pour la nature et économique pour l'agriculteur. Il est 14h45. Benjamin et Théo reviennent au champ après le déjeuner. Les injecteurs sont purgés, les batteries sont rechargées. Benjamin est confiant. Avec lui aux commandes, tout va rentrer dans l'ordre. Bon, je vais essayer de démarrer, ça se trouve avec moi, démarre. Tu y es, Théo? Vas-y. Pendant que Benjamin est aux manettes, Théo pompe le gasoil à la main pour réamorcer le circuit. C'est la 4e tentative de démarrage de la journée. Et c'est encore loupé. Le moteur fait encore des siennes. Putain, c'est casse-couille, c'est casse-couille. On essaye de gérer le stress au mieux, ne pas se mettre la pression, pas s'énerver, parce que sinon, on avance pas du tout, c'est encore pire. Faut prendre sur soi. Théo, ça donne quoi, là? Rien du tout. Benjamin, qui a déjà travaillé sur une vingtaine de moissonneuses-batteuses, émet une nouvelle hypothèse pour expliquer la panne. Parce que là, ça peut être dû à un mauvais calage de pompe à injection. S'il y a un mauvais calage de pompe, parce que c'est une pompe sans clavette, elle peut s'être décalée au montage sans le vouloir, même si elle était pigée ou quelque chose comme ça, ben en fait elle n'injecte pas au bon moment. Et peut-être qu'au fait, au niveau de l'injection, il n'est pas au point d'explosion, au niveau du piston, et puis du coup bah, le gasoil s'enflamme pas, puis bah, il démarre pas. On pensait plutôt que c'était un problème d'amorçage de gasoil, mais après on a vite compris que c'est pas un problème de gasoil, c'est forcément la pompe qui est décalée. Donc, Un moteur démarre et tourne correctement si tous les éléments qui participent à son bon fonctionnement sont parfaitement synchrones. Le gasoil doit être injecté à un moment précis pour que le mélange avec l'air déclenche la meilleure explosion possible. Cette énergie libérée au moment de la combustion du carburant est transformée en énergie mécanique grâce à une série de pistons et de pignons qui entraînent la machine. 1 millième de seconde trop tôt ou trop tard et la machine connaît des ratés, comme dans le champ de Chigné. Pour être technicien aujourd'hui, il faut avoir un peu de recul, il faut écouter à la fois les machines mais aussi ceux qui les utilisent. Il faut être calme, il faut être mesuré et il faut réfléchir. À 15h, Théo et Benjamin décident d'appeler Jean-Claude, leur chef, pour l'informer de la situation. Dis-moi, je t'appelle parce que la machine elle veut pas démarrer. Là. Ça sort bien de la pompe le gasoil, mais elle démarre pas. Sans être sur place, ni les mains dans le cambouis, Jean-Claude fait le même raisonnement que Benjamin. Il faut qu'elle soit décalée quand même. Quand on est sur une intervention, qu'on a la tête dedans, et on se dit, est-ce que je vais trouver la solution? Puis au final, on a tellement la tête dedans qu'on ne la trouve plus, on ne la voit pas. Et quand on a ce recul et cette distance, effectivement, on peut dire, bah, est-ce que tu as bien pensé à regarder ça? Chose qui paraît évidente. Pour expliquer cette panne, Jean-Claude imagine 3 scénarios possibles. Soit la pompe crache le carburant, mais au mauvais moment, soit elle crache sur le mauvais cylindre, soit l'injection est mal alignée avec la distribution. Évidemment, les 3 problèmes peuvent s'additionner. Sur cette pompe d'injection-là, le calage se fait par une petite pièce en plastique qu'on insère dans la rainure à l'intérieur de la pompe d'injection et ça donne le calage de l'injection par rapport au premier cylindre. Première punition de l'après-midi pour Théo et Benjamin. Corriger le calage de la pompe à injection et s'assurer que le gasoil est injecté au bon moment. Donc le petit loquet, il doit y avoir un détrompeur et que tu tournes cette pièce en plastique qu'on a du tout. Et ça doit tomber dans une rainure. Oui, je l'ai le petit pion, mais là, c'est pas en face la pompe.
fait, il n'y a pas la languette qui est en face. Ils ont mis le moteur sur le premier cylindre et ils se sont aperçus que la petite languette ne tombait pas en face la rainure, quoi. Il faut juste tourner le volant moteur jusqu'à apercevoir cette rainure. Une fois le repère visible, y insérer une pige, une petite pièce cylindrique qui va fixer ce calage. Là, je suis dedans. Là, t'es dedans, là. Bouge pas. Tiens-le. Je vais lui mettre le bouchon. Cette languette, quand on la retourne, c'est comme un petit bouchon qui est sur la pompe à injection. Et quand on vient la retourner, en fait, ça vient caler l'intérieur de la pompe à injection. Une fois le calage de la pompe à injection réalisé, 5e tentative de démarrage. Non, c'est moi qui la tiens. Bah, y a quelque chose ailleurs. Ah là 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 là. J'aime pas le bruit que ça fait. Et nouvel échec. C'est la loi de Murphy, la loi de l'emmerdement maximum. Les soucis s'accumulent, les heures passent et la machine ne démarre toujours pas. Il est 16h, tout penaud, Théo et Benjamin rappellent le grand chef. Grâce à ses 30 ans d'expérience, Jean-Claude comprend que le calage de distribution est lui aussi caduque. C'est enquiquinant, pas très grave, ça engendre pas de dégâts, c'est déjà ça le principal. En clair, il s'agit de synchroniser les mouvements des pistons et des soupapes pour que ces dernières s'ouvrent et se referment au bon moment durant la combustion. Si vous êtes après le point Moreau, ça ne démarre pas. Et si on a trop de degrés d'avance avant, c'est pareil, le moteur ne démarre pas, quoi. Et là, au lieu de le caler sur le premier cylindre, ils l'ont calé sur le 6e cylindre. Donc on a injecté au moment qu'on refoulait les gaz d'échappement. C'est pour ça que le moteur n'a pas démarré, quoi. C'est la 2e punition de l'après-midi pour Théo et Benjamin. Ils doivent refaire ce qu'ils ont fait à l'atelier 3 jours plus tôt, c'est-à-dire recaler la pompe avec les éléments de distribution. Donc je l'ai raligné là, sans bouger, sans faire tourner la pompe. On espère que ça, vu qu'il n'y a pas de clavette, j'espère que ça va pas bouger. Il faut que le piston soit au bon endroit au moment où l'injecteur crache le gasoil. S'il y a 2 dents de décalage entre le moment où l'injecteur va cracher et le piston quand il va remonter, ben, on ne sera pas précis. C'est exactement ce qui s'est passé cet après-midi parce que c'est moi qui ai fait la boulette, ça se joue à quelques millimètres près. Mais ça, on aurait dû le faire à l'atelier en fait, ça aurait été plus simple. Hein. C'est pas grave, moi ça m'inquiète pas si y a que ça à faire. Théo et Benjamin s'assurent maintenant que c'est bien l'injecteur numéro 1 qui crache son carburant sur le cylindre numéro 1 au moment adéquat. Ça y est, ça sort au 1 là. C'est là qu'on s'assure du calage. Quand cette goutte-là elle sort, c'est qu'on a le calage qui est bon. Enfin, faut qu'elle sorte au bon moment. Mais... Maintenant que la petite goutte est là, tous les signaux passent au vert. Dans ce métier, il faut y aller de manière méthodique et pas brûler les étapes. Effectivement, si on veut mettre la charrue avant les bœufs, ça ne fonctionne pas. Ça fera juste perdre du temps et il faut prendre la bonne méthode. Si on en a loupé une ou la moitié d'une, ben ça ne fonctionne pas. Il est 16h45, c'est la 6e tentative de démarrage de la moissonneuse-batteuse. Démarrage. Un grand soulagement pour Théo et Benjamin et aussi une expérience inoubliable. Ça me plaît, on bosse pas de main. Dès l'instant que le moteur a démarré, on était soulagés d'avoir fini la réparation. Après, c'est long, c'est une longue journée de travail. On sait que c'est fini et que tout fonctionne. Donc, ouais. Pour un jeune, vivre ce genre d'expérience dans le début de sa carrière, c'est formateur et ça donne envie de continuer. C'est sur le terrain que les jeunes mécanos apprennent le plus, qu'ils découvrent toutes les facettes de leur métier, qu'ils prennent plaisir à faire de la mécanique. Au contact de leurs collègues, plus expérimentés, ils s'améliorent, apprennent les bons gestes et réussissent à remettre en état de marche une moissonneuse-batteuse de plus de 20 ans. Après 5 jours de travail intensif, la moissonneuse-batteuse peut redémarrer. Il lui reste 98 hectares d'orge à moissonner sur cette parcelle. Mission accomplie pour Théo et Benjamin.